Bienvenue dans ce cours complet sur le métabolisme niveau terminal. Le métabolisme désigne l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans les cellules vivantes pour maintenir la vie. Ces réactions permettent de produire de l'énergie, de construire des molécules complexes, d'éliminer les déchets et de répondre aux besoins de l'organisme. On distingue deux grandes catégories de réactions métaboliques. Le catabolisme regroupe les réactions de dégradation des molécules complexes en molécules plus simples, avec libération d'énergie. L'anabolisme regroupe les réactions de biosynthèse qui construisent des molécules complexes à partir de précurseurs simples en consommant de l'énergie. Ces deux processus sont couplés, l'énergie libérée par le catabolisme est utilisée pour alimenter l'anabolisme. Dans ce cours, nous allons explorer en détail la respiration cellulaire, la fermentation, la photosynthèse, le métabolisme des glucides, lipides et protéines, les enzymes, la régulation métabolique et les pathologies associées. La cellule est le siège de toutes les réactions métaboliques. Dans une cellule eucaryote, le métabolisme énergétique se répartit entre plusieurs compartiments. Le cytoplasme est le lieu de la glycolyse, première étape de la dégradation du glucose. La mitochondrie est l'organite central de la respiration cellulaire aérobie. Elle possède une double membrane, la membrane externe lisse et la membrane interne fortement plissée en crête mitochondriale. Ces crêtes augmentent considérablement la surface disponible pour la chaîne respiratoire. La matrice mitochondriale contient les enzymes du cycle de Krebs et les molécules d'ADN mitochondrial. Chez les végétaux, le chloroplaste est le lieu de la photosynthèse. Il possède une double membrane externe et un système de membrane interne. Les thylakoïdes, organisés en empilement appelés granats. L'énergie lumineuse est captée dans les thylakoïdes et le dioxyde de carbone est fixé dans le stroma du chloroplaste. L'ATP, adénosine triphosphate, est la monnaie énergétique universelle du vivant. C'est une molécule formée d'une adénine, d'un ribose et de 3 groupements phosphates. La liaison entre les deux derniers phosphates est une liaison anhydride d'acide, riche en énergie. Son hydrolyse libère environ 30 kJ par mol. ATP plus O donne ADP plus phosphate inorganique plus énergie. Cette réaction est spontanée et libère de l'énergie utilisable par la cellule. L'ATP est régénéré à partir de l'ADP par phosphorylation. Il existe deux mécanismes principaux de production d'ATP. La phosphorylation au niveau du substrat. Le phosphate est transféré directement d'une molécule organique phosphorylée à l'ADP, sans intermédiaire. La phosphorylation oxydative. L'ATP est synthétisé par l'ATP synthase grâce à un gradient de protons créé par la chaîne respiratoire. Une cellule humaine au repos consomme et régénère son propre poids en ATP chaque jour. Un athlète en compétition peut consommer plus de 40 kg d'ATP par heure. La glycolyse est la première étape universelle du catabolisme du glucose. Elle se déroule dans le cytoplasme de toutes les cellules vivantes, en l'absence comme en présence d'oxygène. La glycolyse transforme une molécule de glucose à 6 carbones en 2 molécules de pyruvate à 3 carbones. Cette voie se déroule en 10 étapes enzymatiques regroupées en 2 phases. La phase d'investissement énergétique consomme 2 ATP pour phosphoryler le glucose et le préparer à la coupure. Le glucose est phosphorylé par l'hexokinase en glucose 6-phosphate, puis isomérisé en fructose 6-phosphate, puis à nouveau phosphorylé en fructose 1,6 bisphosphate. Cette molécule est coupée en 2 trioses phosphate par l'aldolase. La phase de récupération énergétique produit de l'ATP et du NADH. Bilan net de la glycolyse pour une molécule de glucose, 2 pyruvates, 2 ATP net, 2 NADH et 2 molécules d'eau. Le pyruvate est ensuite orienté vers la respiration aérobie ou la fermentation selon la disponibilité en oxygène. En condition aérobie, le pyruvate issu de la glycolyse est transporté dans la matrice mitochondriale. Il y subit la décarboxylation oxydative, catalysée par le complexe pyruvate déshydrogénase. Cette réaction transforme chaque molécule de pyruvate en acétyl-CoA, en libérant du dioxyde de carbone et en réduisant le NAD+ en NADH. Pyruvate plus NAD plus CoA, point acétyl-CoA plus CO2 plus NADH. L'acétyl-CoA, composé de 2 carbones liés à la coenzyme A, est le point d'entrée central du cycle de Krebs. Il joue aussi un rôle pivot dans le métabolisme des lipides. Lors de la dégradation des acides gras, la bêta-oxydation produit des acétyl-CoA qui rejoignent directement le cycle de Krebs. La dégradation de certains acides aminés produit également de l'acétyl-CoA. Pour 2 pyruvates issus d'un glucose, on obtient donc 2 acétyl-CoA, 2 CO2 libérés, 2 NADH produits.
Ce carrefour métabolique illustre bien la convergence des grandes voies cataboliques, vers un point d'entrée commun dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, aussi appelé cycle de l'acide citrique ou cycle de Hans-Krebs, est le cœur du catabolisme aérobie. Il se déroule dans la matrice mitochondriale. Ce cycle accepte les groupements acétyles à 2 carbones de l'acétyl-CoA et les oxyde complètement en dioxyde de carbone. Le cycle commence quand l'acétyl-CoA à 2 carbones fusionne avec l'oxaloacétate à 4 carbones pour former le citrate à 6 carbones. Le citrate subit alors une série de 8 réactions enzymatiques. Il perd 2 carbones sous forme de CO2 grâce à 2 décarboxylations. À chaque tour du cycle, on produit 3 NADH, un FADH2, un GTP ou ATP par phosphorylation au niveau du substrat et 2 CO2. Puisque chaque glucose produit 2 acétyl-CoA, le cycle tourne 2 fois par glucose. Bilan par glucose, 6 CO2 libérés, 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP. L'oxaloacétate est régénéré à la fin de chaque tour, permettant au cycle de recommencer. Le cycle de Krebs est aussi une source de précurseurs biosynthétiques pour les acides aminés et d'autres biomolécules. La chaîne respiratoire, aussi appelée chaîne de transport des électrons, est localisée dans la membrane interne de la mitochondrie. Elle est constituée de 4 complexes protéiques géants et de 2 transporteurs mobiles, l'ubiquinone et le cytochrome C. Le NADH et le FADH2 produits par la glycolyse, la décarboxylation oxydative et le cycle de Krebs cèdent leurs électrons à la chaîne respiratoire. Ces électrons sont transférés de complexe en complexe vers l'accepteur final, le dioxygène O2, qui est réduit en eau. O2 plus 4H plus 4e MUI tara 2H2O. Le transfert des électrons libère de l'énergie qui est utilisée pour pomper des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ceci crée un gradient électrochimique de protons appelé force protomotrice. Les protons reviennent dans la matrice à travers l'ATP synthase, la protéine rotatrice qui synthétise l'ATP à partir de l'ADP et du phosphate. Ce mécanisme est la chimiosmose, décrite par Peter Mitchell en 1961, qui lui valut le prix Nobel de chimie en 1978. Un NADH produit environ 2,5 ATP. Un FADH2 produit environ 1,5 ATP. Le bilan complet de la respiration cellulaire aérobie pour une molécule de glucose est remarquable. Le glucose à 6 carbones est complètement oxydé en 6 molécules de CO2. L'équation générale est glucose plus 6 O2 donne 6 CO2 plus 6 H2O plus énergie. Le rendement théorique est d'environ 30 à 32 molécules d'ATP par molécule de glucose. Voici le détail par étape. La glycolyse produit 2 ATP nets et 2 NADH cytoplasmiques. La décarboxylation oxydative produit 2 NADH mitochondriaux. Le cycle de Krebs produit 2 GTP, 6 NADH et 2 FADH2 mitochondriaux. La chaîne respiratoire convertit les 10 NADH et 2 FADH2 en environ 26 à 28 ATP. Au total, environ 30 à 32 ATP par glucose. Pour comparaison, la fermentation ne produit que 2 ATP par glucose. La respiration est donc 15 fois plus efficace que la fermentation. Ce rendement énergétique élevé explique pourquoi les organismes à aérobie ont pu évoluer vers des formes de vie complexes et énergétiquement exigeantes. Le coefficient respiratoire, quotient du CO2 produit par l'O2 consommé, vaut 1 pour les glucides, environ 0,7 pour les lipides. La fermentation est un processus catabolique anaérobie. Elle se déroule en l'absence de dioxygène. Elle permet de régénérer le NAD+, indispensable à la poursuite de la glycolyse, sans recourir à la chaîne respiratoire. La fermentation lactique transforme le pyruvate en lactate grâce à la lactate déshydrogénase qui oxyde simultanément le NADH en NAD+. Elle se produit dans les muscles squelettiques en effort intense, dans les globules rouges dépourvus de mitochondries et chez de nombreuses bactéries utilisées dans la fabrication des yaourts et fromages. La fermentation alcoolique transforme le pyruvate en éthanol et CO2 en 2 étapes, décarboxylation par la pyruvate décarboxylase, puis réduction en éthanol par l'alcool déshydrogénase. Elle est réalisée par les levures comme Saccharomyces cerevisiae, utilisées dans la fabrication du pain, de la bière et du vin. La fermentation acétique, la fermentation propionique, la fermentation butyrique sont d'autres exemples réalisés par des bactéries spécialisées. Bilan de toutes les fermentations.
2 ATP par glucose, le même que la glycolyse seule, sans gain supplémentaire. La photosynthèse est le processus par lequel les organismes photosynthétiques convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans les glucides. L'équation générale est 6CO2 plus 6H2O plus lumière donne glucose plus 6O2. Elle se déroule dans les chloroplastes des cellules végétales et des algues. On distingue 2 grandes phases de la photosynthèse. Les réactions photochimiques, ou phases lumineuses, se déroulent dans les thylakoïdes. Elles captent l'énergie lumineuse et la convertissent en énergie chimique sous forme d'ATP et de NADPH. Elles libèrent aussi du dioxygène par photolyse de l'eau. Le cycle de Calvin, ou phase non lumineuse, se déroule dans le stroma du chloroplaste. Il utilise l'ATP et le NADPH pour fixer le CO2 et synthétiser des glucides. La photosynthèse est à la base de la quasi-totalité des chaînes alimentaires terrestres. Elle est responsable de la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre. Environ 120 milliards de tonnes de carbone sont fixées chaque année par la photosynthèse. La phase lumineuse de la photosynthèse se déroule dans les membranes des thylakoïdes. Elle est organisée autour de 2 photosystèmes, le photosystème 2 et le photosystème 1, numérotés dans l'ordre de leur découverte. Le photosystème 2 absorbe la lumière à 680 nanomètres. Il capte un photon et excite des électrons de la chlorophylle. Ces électrons excités sont arrachés et remplacés par des électrons provenant de l'eau. La photolyse de l'eau 2H2O donne O2 plus 4H plus 4e NUS. C'est l'origine du dioxygène dégagé par les plantes. Les électrons passent ensuite par une chaîne de transporteurs, la plastoquinone, le complexe cytochrome B6F et la plastocyanine, en créant un gradient de protons. Ces protons alimentent l'ATP synthase chloroplastique pour produire de l'ATP. Le photosystème 1 absorbe la lumière à 700 nanomètres. Il re-excite les électrons et les transfère à la ferrédoxine, puis à la NADP+ réductase, qui réduit le NADP+ en NADPH. Bilan de la phase lumineuse pour 2 NADPH produits, 8 photons absorbés, 2 NADPH, 3 ATP, 1 O2 dégagé. Le cycle de Calvin, décrit par Melvin Calvin en 1950, se déroule dans le stroma du chloroplaste. Il utilise l'ATP et le NADPH produits par la phase lumineuse pour fixer le CO2 atmosphérique. Le cycle comprend 3 phases principales. La phase de carboxylation. Le CO2 est fixé sur le ribulose 1,5-bisphosphate à 5 carbones par l'enzyme Rubisco, la protéine la plus abondante sur Terre. Cette réaction produit 2 molécules de 3 phosphoglycérates à 3 carbones. C'est pourquoi on parle de plantes en C3 pour celles qui utilisent ce chemin direct. La phase de réduction, le 3-phosphoglycérate est réduit en glycéraldéhyde 3-phosphate ou G3P en consommant de l'ATP et du NADPH. Le G3P est le produit direct utilisable pour synthétiser glucose et autres sucres. La phase de régénération, la majorité du G3P est réutilisée pour régénérer le ribulose 1,5-bisphosphate accepteur de CO2 en consommant de l'ATP. Bilan pour la synthèse d'une molécule de glucose, 6 CO2 fixés, 18 ATP consommés, 12 NADPH consommés. Les plantes en C4 et les plantes CAM ont développé des adaptations pour concentrer le CO2 et limiter la photorespiration en milieu chaud et sec. Les glucides constituent la principale source d'énergie de la cellule. Après ingestion, les polysaccharides comme l'amidon et le glycogène sont hydrolysés en monomères de glucose par les amylases salivaires et pancréatiques. Le glucose est absorbé dans l'intestin grêle et transporté dans le sang. La glycémie, concentration sanguine en glucose, est normalement de 0,8 à 1,2 g par litre. La cellule peut utiliser le glucose de plusieurs façons selon ses besoins. La glycolyse dégrade le glucose en pyruvate pour produire de l'énergie. La glycogénogénèse synthétise du glycogène à partir du glucose pour le stocker. Le glycogène est principalement stocké dans le foie et les muscles squelettiques. La glycogénolyse dégrade le glycogène en glucose 1-phosphate selon les besoins énergétiques. La néoglucogénèse synthétise du glucose à partir de précurseurs non glucidiques, pyruvate, lactate, glycérol, acide aminé glucogénique. Elle se produit principalement dans le foie lors du jeûne ou de l'effort prolongé. La voie des pentoses phosphates produit du NADPH pour les biosynthèses réductrices et du ribose 5-phosphate pour la synthèse des nucléotides. Les lipides sont les molécules les plus riches en énergie. Les triglycérides libèrent environ 9 kcal par gramme contre 4 kcal par gramme pour les glucides et protéines. La digestion des lipides commence dans l'intestin grêle.
par l'action des lipases pancréatiques en présence des sels biliaires. Les triglycérides sont hydrolysés en acides gras et glycérol. Ces molécules sont absorbées et repackagées en chylomicrons dans les entérocytes, puis transportées par la lymphe vers le sang. La bêta-oxydation est la voie de dégradation des acides gras dans la mitochondrie. Les acides gras sont activés en acyl-CoA dans le cytoplasme, transportés dans la mitochondrie par le système carnitine, puis dégradés en unités acétyl-CoA par des cycles successifs. Chaque tour de bêta-oxydation libère un acétyl-CoA, un ADH et un FADH2. Un acide gras palmitique à 16 carbones produit 8 acétyl-CoA, 7 NADH et 7 FADH2, soit environ 106 ATP au total. La lipogénèse synthétise des acides gras à partir de l'acétyl-CoA quand l'apport énergétique dépasse les besoins. Elle se produit dans le cytoplasme du foie et des adipocytes. Les protéines jouent des rôles structuraux, enzymatiques et de signalisation, mais peuvent aussi être utilisées comme source d'énergie. La digestion des protéines commence dans l'estomac, par la pepsine active en milieu acide. Les protéases pancréatiques, trypsine, chymotrypsine, élastase, poursuivent la dégradation dans l'intestin grêle. Les acides aminés libres sont absorbés par les entérocytes et transportés dans le sang. Le catabolisme des acides aminés commence par l'élimination du groupement aminé. La transamination transfère le groupe aminé d'un acide aminé à un alpha-cétoacide. La désamination oxydative libère du NH4- par oxydation du glutamate. L'ammoniac toxique est transformé en urée dans le foie par le cycle de l'urée pour être éliminé par les reins. Les squelettes carbonés des acides aminés entrent dans le métabolisme à différents niveaux. Les acides aminés glucogéniques donnent des intermédiaires du cycle de Krebs ou du pyruvate pour la néoglucogénèse. Les acides aminés cétogéniques donnent de l'acétyl-CoA ou de l'acétoacétate. Certains acides aminés sont à la fois glucogéniques et cétogéniques. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques, presque toujours des protéines, qui accélèrent les réactions métaboliques sans être consommées. Elles augmentent la vitesse des réactions en abaissant l'énergie d'activation. Chaque enzyme est hautement spécifique. Elle ne catalyse qu'un seul type de réaction sur un substrat particulier selon le principe clé-serrure ou modèle d'ajustement induit. La vitesse de réaction enzymatique dépend de la concentration en substrat. La cinétique de Michaelis-Menten décrit cette relation. V égale Vmax fois S sur Km plus S. Le Km, constante de Michaelis, est la concentration en substrat pour laquelle la vitesse est la moitié de la vitesse maximale Vmax. Un Km faible indique une forte affinité enzyme-substrat. L'activité enzymatique est régulée par plusieurs mécanismes. L'inhibition compétitive. Un inhibiteur entre en compétition avec le substrat pour le site actif et augmente le Km apparent. L'inhibition non compétitive. L'inhibiteur se lie sur un site allostérique et diminue la Vmax sans modifier le Km. La régulation allostérique permet d'activer ou d'inhiber l'enzyme par liaison d'un effecteur sur un site distant du site actif. Les coenzymes comme le NAD+, le FAD et le CoA sont des cofacteurs essentiels. Le métabolisme est finement régulé pour répondre aux besoins énergétiques de la cellule et maintenir l'homéostasie. La régulation s'exerce à plusieurs niveaux. La régulation allostérique est la plus rapide. Les enzymes clés sont inhibées par leurs produits et activées par leur substrat. Par exemple, la phosphofructokinase, enzyme clé de la glycolyse, est inhibée par l'ATP et activée par l'AMP. Quand l'énergie est abondante, la glycolyse ralentit. Quand l'énergie manque, elle accélère. La régulation hormonale agit à l'échelle de l'organisme. L'insuline, sécrétée par le pancréas après un repas, stimule la captation du glucose par les cellules, la glycogénogénèse et la lipogénèse. Le glucagon, sécrété en période de jeûne, stimule la glycogénolyse et la néoglucogénèse. L'adrénaline mobilise rapidement l'énergie en situation de stress. Le rapport ATP sur AMP est le principal signal de l'état énergétique cellulaire. L'AMPK kinase activée par l'AMP est le grand coordinateur du métabolisme énergétique. Elle active les voies cataboliques et inhibe les voies anaboliques quand l'énergie est basse. Le métabolisme basal est la quantité d'énergie minimale nécessaire au maintien des fonctions vitales au repos, à jeun et à température neutre. Il représente environ 60 à 70% de la dépense énergétique totale chez l'être humain. Le cerveau consomme à lui seul environ 20% du métabolisme basal, soit environ 400 kcal par jour, malgré son poids modeste. Le métabolisme basal dépend de plusieurs facteurs.
la masse corporelle, la composition en masse maigre et masse grasse, l'âge, le sexe, la température corporelle et les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes T3 et T4 sont les principaux régulateurs du métabolisme basal. Elles augmentent la consommation d'oxygène et la production de chaleur. L'hypothyroïdie ralentit le métabolisme. L'hyperthyroïdie l'accélère. La thermorégulation représente un coût énergétique important chez les homéothermes. Les frissons et la thermogénèse sans frisson dans le tissu adipeux brun permettent de maintenir la température corporelle. La dépense énergétique totale est la somme du métabolisme basal, de l'activité physique et de l'effet thermique des aliments. Les pathologies métaboliques résultent de perturbations des voies métaboliques. Elles sont en augmentation mondiale liées au mode de vie contemporain. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Les cellules bêta du pancréas sont détruites, l'insuline n'est plus produite. Sans insuline, le glucose ne peut pas entrer dans les cellules. La glycémie monte, les cellules souffrent d'un manque d'énergie, et le foie suractive la cétogénèse, pouvant mener à l'acidocétose. Le diabète de type 2 est caractérisé par une résistance à l'insuline. Les cellules ne répondent plus correctement à l'insuline, la glycémie reste élevée. Il représente 90% des cas de diabète et est lié à l'obésité et la sédentarité. L'obésité résulte d'un déséquilibre prolongé entre apport et dépenses énergétiques. L'excès d'énergie est stocké sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Les maladies du stockage du glycogène, ou glycogénose, sont des maladies héréditaires, dues à l'absence d'une enzyme du métabolisme du glycogène. La phénylcétonurie est due à l'absence de phénylalanine hydroxylase, entraînant l'accumulation de phénylalanine toxique pour le système nerveux. La goutte résulte de l'accumulation d'acide urique, produit du métabolisme des purines. Nous avons parcouru ensemble l'ensemble du métabolisme au niveau terminal, du catabolisme du glucose à la photosynthèse végétale, en passant par les acides gras, les protéines, les enzymes et la régulation hormonale. Vous disposez maintenant d'une vision complète et intégrée du métabolisme cellulaire. Rappelons les grandes idées fondamentales. L'ATP est la monnaie énergétique universelle. Tout le catabolisme vise à produire de l'ATP. La respiration aérobie est la voie la plus efficace, 30 à 32 ATP par glucose. Les trois grandes voies cataboliques convergent vers l'acétyl-CoA et le cycle de Krebs. La photosynthèse réalise l'inverse de la respiration. Elle stocke de l'énergie lumineuse en énergie chimique dans les glucides. Les enzymes gouvernent toutes les réactions et sont régulées avec précision. Le métabolisme est intégré et régulé en permanence par des signaux cellulaires et hormonaux. Les déséquilibres métaboliques conduisent à des pathologies comme le diabète ou l'obésité. Comprendre le métabolisme, c'est comprendre comment le vivant extrait, transforme et utilise l'énergie pour maintenir l'ordre contre le désordre thermodynamique. Bonne continuation dans vos études des sciences du vivant.